Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Nous vous invitons à découvrir la concrétisation d'un engagement phare du président de la République, faire des startups et l'économie de la connaissance un maillon fort de notre économie. Nous découvrirons les projets menés par une nouvelle génération d'Algériens. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a entamé une visite de travail à Tindouf. Nous découvrirons les étapes de cette visite consacrée au programme de développement complémentaire décidé par le président de la République. Nous écouterons ses déclarations tout à l'heure. Tindouf, une wilaya qui devrait se métamorphoser dans les prochaines années grâce au programme de développement. Nous ferons un focus ce soir sur deux projets phares, la mine de Garage Bilat, l'une des plus importantes au monde, et la ligne ferroviaire Garage Bilat-Béchar en passant par Tindouf. Le génocide contre le peuple palestinien se poursuit. Le correspondant de la télévision publique Wissem Abou Zaid brave tous les dangers depuis le début de ce crime contre l'humanité. Il nous expliquera tout à l'heure comment les Palestiniens résistent face à cette machine de destruction. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par une autre promesse phare du président de la République qui se concrétise jour après jour sur le terrain. Faire de l'économie de la connaissance et les startups un maillon fort de notre économie. Les chiffres sont là pour le prouver. L'Algérie, qui était classée parmi les derniers pays au continent africain en matière de création de startups, devient aujourd'hui un pays leader, un résultat obtenu grâce à une batterie de mesures, notamment la création du fonds de financement des startups et l'organisation par notre pays du plus grand événement start-up en continent africain. Résumé de Abdeljalil Abbas, commentaire signé Amel Barba. كانت من التزاماتي أني سأضيع الثقة في الشباب سياسيا واقتصاديا لخلق جيل جديد من المقاولين وعلى أساس ذكر المؤسسات الناشئة لستارت اب. كنا احنا آخر دولة في إفريقيا. اليوم تصنيفنا راه في وسط قائمة تاع الأفارقة وإن شاء الله نمشي إلى أبعد. Un nouveau modèle économique basé sur l'économie de la connaissance et l'innovation. C'est l'un des engagements du président de la République qui insiste à maintes reprises sur le soutien et l'accompagnement des startups. Une stratégie qui a permis d'instaurer un écosystème national propice à l'initiative et l'innovation. Des efforts qui ont porté leurs fruits puisqu'en quelques années seulement, notre pays figure désormais parmi les leaders en matière de création de startups en Afrique. Le président de la République a veillé au développement des startups de nature à stimuler l'économie nationale. Grâce à une volonté politique, un cadre juridique adéquat, une batterie de mesures incitatives ainsi que des mécanismes de soutien et de financement, l'initiative entrepreneuriale a connu une véritable dynamique ces dernières années. Un intérêt illustré d'ailleurs par la création d'un ministère dédié à l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Il y a une dynamique dans la création de startups et d'incubateurs, ce qui encourage les jeunes à lancer leurs projets. Les startups proposent des solutions dans différents domaines. Une démarche porteuse pour l'essor des startups à travers de nouvelles modalités misant sur l'octroi d'avantages fiscaux aux entreprises disposant d'un label start-up ou label incubateur. Aujourd'hui, grâce à toutes ces mesures encourageantes, plus de 6000 start-up ont vu le jour, plaçant l'Algérie deuxième en Afrique. J'ai pu créer ma start-up et obtenir le label grâce au soutien et à l'accompagnement des pouvoirs publics. L'Algérie a adopté de nouveaux modes de financement des start-up à l'image du fonds de soutien et le financement participatif. Les dispositifs de soutien et de financement des startups nous ont facilité la tâche pour mener à bien nos projets. En misant sur la jeunesse et les porteurs de projets, avec le rôle crucial de l'université, l'Algérie a réussi en peu de temps à enregistrer une ascension remarquable en matière de création de start-up. De quoi transformer les idées innovantes en projets créateurs de richesse et d'emplois et booster l'économie nationale. Et dans l'actualité de ce jeudi, le Premier ministre Nadel Arbaoui, accompagné d'une délégation ministérielle, a entamé ce matin une visite de travail dans la wilaya de Tindouf, consacrée au programme de développement complémentaire décidé par le président de la République.
Le Premier ministre a rappelé les différentes décisions prises par le président de la République en faveur des médecins et des habitants de la ville. On l'écoute. Le président a concrétisé ses engagements en un laps de temps très court. Après la supervision de l'hôpital Sil Hawass, l'unité d'hémodialyse, le centre anti-cancer ont été inaugurés. Les efforts se poursuivent pour l'ouverture de nouveaux services au niveau du même hôpital. D'autres décisions présidentielles ont été prises en faveur du secteur de la santé, telles que l'augmentation des salaires des médecins, l'attribution de logements décents pour qu'ils puissent exercer dans les meilleures conditions. Dans le domaine de l'hydraulique, la décision a été prise pour la réalisation d'une station d'épuration. Une enveloppe financière de 3 milliards de dinars a été allouée au secteur des ressources en eau à Tindouf. Et le Premier ministre Nadel Arbaoui a évoqué dans le détail le programme complémentaire et son enveloppe budgétaire accordée à la wilaya de Tindouf. On l'écoute. Une enveloppe financière globale de 29,5 milliards de dinars a été accordée au programme complémentaire décidé par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, plus du programme qui est en cours de réalisation, dont la valeur est estimée à 49 milliards de dinars. À l'occasion de ma visite dans la wilaya de Tindouf, dont j'ai été chargé par le président de la République, je vous annonce officiellement la relance du programme du Fonds national de péréquation des œuvres sociales d'aide au logement rural au niveau national, avec une enveloppe de 30 milliards de dinars. Et on s'intéresse désormais au grand projet en cours de réalisation dans la wilaya de Tindouf, la mine de Garage Bilat. Plus qu'une simple mine pour les habitants de Tindouf, il s'agit d'un projet grandiose, créateur de richesses et d'emplois, un projet lancé par le président de la République qui devrait changer le visage et le quotidien des habitants de Tindouf. Ce projet est accompagné par d'autres projets de développement, des projets qui devraient améliorer le quotidien et les conditions de vie des habitants de la ville de Tindouf. Reportage de Ammar Touagin, commentaire signé Amel Bouarba. Les projets de développement prennent forme à Tindouf en application des instructions du président de la République. Une dynamique qui touche différents secteurs socio-économiques. Cette wilaya a bénéficié d'une enveloppe financière globale de 29,5 milliards de dinars. Nous sommes contents de voir tous ces projets de développement se concrétiser dans notre wilaya. À leur tête, le projet de la ligne ferroviaire qui devrait relier Garage Bilat à Béchar en passant par Tindouf. Les décisions du président de la République sont judicieuses et clairvoyantes. Il a honoré ses engagements et a veillé à l'exécution des travaux, à l'instar du lancement de la mine de Garage Bilat et des travaux du projet de la ligne ferroviaire. Nous saluons les décisions prises pour booster le développement socio-économique et notamment le projet de la ligne ferroviaire qui doit relier Tindouf à Béchar. Tous ces projets vont créer de la richesse et des postes d'emploi. Nous nous félicitons de la concrétisation de tous ces projets. Cela va donner une nouvelle dynamique à notre wilaya. Nous ne pouvions pas espérer mieux. Le programme de développement complémentaire consacré à cette wilaya se décline en plusieurs axes touchant différents secteurs, de quoi répondre aux attentes et aspirations des habitants de Tindouf. En tant que jeunes, nous avons constaté l'attention particulière que nous accorde le président de la République suite à la visite qu'il a effectuée récemment dans cette wilaya. C'est la première fois que notre wilaya bénéficie d'un programme de ce genre, visant à booster le développement socio-économique. Des projets d'envergure qui témoignent de l'engagement du président de la République à faire de cette wilaya un pôle industriel et commercial avec le lancement de la première zone franche commerciale dans cette wilaya avant la fin du premier semestre 2024.
La ligne ferroviaire Tindouf-Béchar, un autre projet tant attendu par les Tindoufiens, moyen de transport qui devrait désenclaver la région et relancer l'activité économique. Sur place, le Premier ministre a rappelé l'importance historique et économique de cette ligne ferroviaire. Il a également appelé à plus de collaboration avec l'université de Tindouf à travers la création de nouvelles spécialités. Objectif, créer une synergie avec les différentes entreprises de la région et permettre aux jeunes diplômés de trouver un emploi plus facilement. Commentaire Raouf Habouch. Le projet de réalisation de la ligne de chemin de fer Béchar-Tindouf, dont le président Tebboune a posé la première pierre fin novembre, serait sans doute l'un des plus grands projets réalisés par notre pays dans le domaine des transports. Une fois achevée, cette ligne ouvrira des opportunités prometteuses en faveur de la valorisation des richesses minières de la région. Grâce au président de la République, le projet de réalisation de la ligne de chemin de fer Tindouf-Oran est devenu réalité. La ligne ferroviaire va désenclaver toute la région. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité. C'est un projet stratégique qui va développer l'économie au niveau local et national. Nous tenons à remercier le président de la République pour la concrétisation de ses engagements dans notre wilaya. La wilaya de Tindouf, comme plusieurs wilayas, est appelée à devenir un véritable pôle économique, industriel et commercial. C'est une première en Algérie depuis son indépendance. Dieu merci, aujourd'hui, le projet n'est plus un rêve, mais une réalité. Lors de sa visite de travail, le Premier ministre s'est enquis de l'avancement des travaux de la ligne ferroviaire. S'étalant sur 950 km, elle reliera le gisement de Garaj-Bilat à la ligne ferroviaire Béchar-Oran, en passant notamment par les régions d'Abadla, Hamagir, Hassi Khabbi et Lassel. Comme l'a souligné le président de la République, il faudrait que l'université de Tindouf joue un rôle important dans le développement économique de toute la région, notamment dans ce grand projet, et ce à travers la création de nouvelles spécialités pour arriver à un partenariat entre l'université et les opérateurs économiques activant dans ce domaine. Depuis le lancement du projet, la ligne ferroviaire a été confiée à un conglomérat d'entreprises publiques et une entreprise chinoise spécialisée dans la réalisation de chemins de fer. C'est une grande fierté pour nous. Aujourd'hui, les compétences nationales sont à pied d'œuvre pour réaliser ce grand projet, accompagné des Chinois qui devraient contribuer à un transfert de technologie. Aller plus vite et encore plus loin, c'est l'objectif des hautes autorités du pays à long terme à travers la réalisation de ce vaste projet d'extension du réseau ferroviaire, locomotive du développement du pays. Voilà pour ce volet consacré ce soir à la wilaya de Tindouf. Dans l'actualité internationale, on fait le point, comme chaque soir, sur ce génocide contre le peuple palestinien. D'abord, des images insoutenables des corps de 80 martyrs palestiniens qui ont été restitués par l'entité sioniste via la Croix-Rouge. Notre correspondant sur place, Wissem Abou Zeid, qui fait preuve de courage et de professionnalisme dans l'exercice de son métier, a recueilli les témoignages des Razaouis pour la télévision publique. Commentaire signé Mrim Damis. Transportés à bord d'un camion, les corps de 80 martyrs palestiniens ont été enterrés dans une fosse commune creusée dans ce terrain, dans la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Des corps d'enfants, de femmes et de personnes âgées, dont certains ont été totalement déchiquetés. Leurs dépouilles étaient détenues pendant plusieurs jours par l'entité sioniste, sous prétexte de rechercher les corps de ces soldats disparus à Gaza. Nous avons reçu un conteneur chargé de cadavres, dont certains étaient en état de décomposition. Le peuple palestinien, confronté au dénuement et aux assauts incessants de la machine de guerre sioniste, fait montre d'une résilience exceptionnelle. La ténacité des Palestiniens témoigne d'une volonté inébranlable de préserver leur identité, leur terre et leur dignité. Le correspondant de la télévision publique Wissem Abou Zeid est sur place depuis le début de l'agression pour décrire les crimes contre l'humanité et recueillir des témoignages poignants des Razaouis qui subissent les atrocités sionistes. L'entité sioniste a bombardé la maison de nos voisins, composée de 3 étages. 17 personnes sont tombées en martyrs et environ 109 personnes ont été blessées. Ma famille et moi habitons juste en face. Nous avons été légèrement blessés. Les carnages de l'entité sioniste à Gaza ne cessent de gagner en intensité et en barbarie, dans l'impunité la plus totale. L'enclave palestinienne vit depuis 3 mois au rythme d'un déluge de feu et d'acier.
Et si ce déluge de feu et d'acier avait un autre objectif finalement, décimer la culture et l'identité palestinienne sur la terre de la première Qibla, eh bien écoutez ce chiffre, 100 monuments, mosquées, églises et musées ont été visés et détruits par l'entité sioniste depuis le début de cette agression barbare le 7 octobre dernier. Les détails avec Marim Demis. La politique génocidaire sioniste menée à tous les niveaux contre les Palestiniens a pour seul but l'éradication totale de l'identité palestinienne. Le patrimoine millénaire de la bande de Gaza s'effrite. Plus d'une centaine de monuments historiques, gardiens précieux de la mémoire universelle, ont été anéantis. Un récent rapport de l'ONG catalane Heritage for Peace indique que plus de 100 monuments, des mosquées aux églises en passant par des musées, ont été détruits depuis le 7 octobre dernier. Des joyaux comme la mosquée Al-Omari, édifiée au XIIIe siècle, et l'église Saint-Porphyre, témoin d'une histoire millénaire, sont aujourd'hui en ruine. Cette vague de destruction a été qualifiée de génocide culturel par certains observateurs, une véritable tragédie culturelle universelle. Face à un silence médiatique déconcertant, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le monde assiste sans dire un seul mot au génocide de monuments historiques, témoins de civilisations millénaires. C'est justement le cas en 2003, suite à l'invasion des forces américaines en Irak. Un pillage dévastateur s'est abattu sur le riche patrimoine babylonien, symbolisé par un vol spectaculaire. 15 000 pièces archéologiques du musée national d'Irak à Bagdad, incluant 5 000 seaux cylindres d'une valeur inestimable, ont été saccagés. En revanche, en 2001, la destruction des Bouddhas en Afghanistan par les talibans avait suscité une indignation mondiale, alors qu'aujourd'hui, des siècles d'histoire disparaissent sous nos yeux à Gaza et la réaction internationale reste timide, voire inexistante. L'ONG de défense des droits humains basée à Genève et qui couvre le Moyen-Orient accuse l'entité sioniste de cibler délibérément les monuments archéologiques de la bande de Gaza. Au-delà des chiffres et des rapports, c'est une part essentielle de l'identité culturelle de Gaza qui s'efface et par ricochet une partie de l'humanité. Ces monuments ne sont pas simplement des pierres, mais des témoins vivants de civilisations anciennes. Il est grand temps que le monde prête attention à cette tragédie culturelle qui se déroule dans l'ombre des attaques sionistes avant que l'histoire de Gaza ne soit irrémédiablement effacée. Retourne à Algérie avec une page sportive. L'équipe nationale de handball a bouclé aujourd'hui son stage de préparation en vue du 26e championnat d'Afrique des Nations Cannes 2024. 23 joueurs ont pris part à ce stage. Les détails avec Sid Ahmed Bouraï. Dernière ligne droite pour nos handballeurs. Après un stage à Alger, ils peaufineront leur préparation au Qatar et en Tunisie avec des matchs amicaux au programme. Le staff technique installé récemment est à pied d'œuvre. La préparation se passe très bien, on est bien installé, il y a une bonne ambiance au sein du groupe, une bonne sérénité. On travaille très bien en prévision du championnat d'Afrique. On fait les dernières retouches ici à Alger. Réussir le meilleur parcours possible et décrocher une place au mondial, c'est l'objectif principal tracé aux joueurs qui se donnent à fond pour être fin prêt le jour J. Grosso modo, on essaie de faire notre mieux avec le nouveau staff et tout pour être prêt le 17 janvier. On a un tournoi qui va se dérouler au Qatar. On va jouer 2 matchs contre le Qatar et 1 contre l'Irak. J'espère qu'on va faire un bon tournoi. Inch'Allah نفوز بالمباراة بمباراة ولما لا نهائي إن شاء الله نقدر نلعب نهائي إن شاء الله. التحضيرات راهي تجوز في ظروف جيدة وين رانا نحضروا مع المدرب الجديد وين راح تكون إن شاء الله بوابة باش نديروا حاجة في Le handball africain évolue très vite. Toutes les équipes pratiquement sont en nette amélioration. Il ne faut pas faire de calcul, il faut aller jouer match par match et essayer de progresser au fur et à mesure au sein de la compétition. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 17 au 27 janvier prochain en Égypte. Du foot à présent, la 11e journée du championnat Liga Mobilis, une journée marquée par un grand derby entre l'USM Alger, le MC Alger, un rendez-vous attendu par les amateurs du ballon rond vendredi prochain au stade 5 juillet.
Les détails avec Saïd Falak. Le 96e duel en championnat qui mettra aux prises les deux clubs voisins de la capitale, l'USMA au MCA, promet d'être excitant et nul doute spectaculaire. Tous les regards seront donc braqués vers le stade olympique du 5 juillet ce vendredi qui abritera le grand derby algérois, le plus attendu des puristes. Solide leader de la Ligue 1 avec 27 points récoltés sur les 30 possibles, le Mouloudia d'Alger écrase la concurrence en ce début de saison et aura à cœur de préserver sa belle dynamique en visant face à son vieux rival un 9e succès de rang qui le rapprochera du titre honorifique de champion d'hiver et qui surtout confirmera une fois pour toutes que cette saison, il faudra bel et bien compter sur les verts et rouges. La tâche ne sera pas si simple cependant, puisque de son côté, l'USMA, malgré un parcours en championnat compliqué, 13e au classement avec 7 points seulement, mais qui compte 3 matchs en retard, continue de briller en Afrique, elle qui a décroché dernièrement sa qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine à 2 journées de la fin. Le détenteur de la Coupe de la CAF demeure intraitable au stade du 5 juillet et compte déjà un derby remporté cette saison face au CRB le 10 novembre dernier. Les coéquipiers du meilleur buteur du championnat, Youssef Belaili, qui retrouvera pour l'occasion son ancien club, affichent des statistiques offensives affolantes avec un total de 29 buts inscrits, soit une moyenne de presque 3 buts par match. Le spectacle promet d'être grandiose. Mais la défense usmiste ne l'entend pas de cette oreille, elle qui affiche une solidité certaine et qui tentera de contenir les assauts des Naïdji et compagnie. Sur le plan tactique, la bataille s'annonce tout aussi palpitante. Un duel franco-espagnol opposera les deux coachs. Patrice Baumel, adepte d'un 4-2-3-1 ultra-offensif, et un Juan Carlos Garrido qui prône le 4-3-3 en s'appuyant sur une assise défensive bien hermétique. Un derby USMA-MCA ne peut pas tenir toutes ses promesses sans le public. Les supporters des deux camps qui vont envahir l'enceinte olympique promettent un spectacle de folie dans les tribunes tout au long des 90 minutes et des tifos qui marqueront les esprits à l'entrée des joueurs. Sur le plan des statistiques historiques, le Mouloudia mène le bal avec 29 victoires en championnat, contre 27 pour l'USMA, alors que 39 oppositions se sont soldées par un score de parité. Lors de la dernière rencontre disputée le 23 juin dernier au stade Nelson Mandela de Berraki, l'USMA l'avait emporté 2-0 grâce au but de Belkacemi et Lossif. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.